Lors de la réunion du conseil d'administration, mon frère a souri d'un air suffisant lorsque papa a dit « Il est le directeur général. Tu vas le soutenir. » Je me suis levé, souriant poliment, et j'ai répondu « En fait, je démissionne », avec effet immédiat. Il a ri, ne réalisant pas ce que j'emportais avec moi. Mon père a remis l'entreprise que j'avais construite à mon incompétent de frère, Julien, en me disant d'accepter sa direction ou de partir. Je suis donc parti, emportant avec moi mes connaissances cruciales. 3 semaines plus tard, le silence a été rompu lorsque papa a appelé, sanglotant alors que tout s'effondrait. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir cela jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le silence dans la salle du conseil n'était pas paisible. C'était le calme suffocant d'une tombe avant que la pierre ne soit mise en place. J'étais assise à la table en acajou, mes mains serrées l'une contre l'autre si fort que mes jointures étaient devenues d'un blanc translucide. En face de moi était assis mon père, Henri, son visage illisible, un masque de stoïcisme vieilli que j'avais passé 34 ans à essayer de déchiffrer. À côté de lui se trouvait mon grand frère, Julien, s'adossant dans son fauteuil en cuir avec une arrogance désinvolte, presque ennuyée, qui me retournait l'estomac avec un mélange de nausée et de rage. J'ai pris ma décision, Amélie, a déclaré Henri, sa voix stable, dépourvue du tremblement que l'on pourrait attendre d'un homme détruisant la vie de sa fille. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé les documents devant lui, lissant un pli qui n'existait pas. À compter du 1er du mois prochain, je quitte mes fonctions de directeur général. Mon cœur martelait contre mes côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage. Je savais que ce jour allait arriver. Je m'y étais préparé. J'avais passé la dernière décennie à diriger les opérations, à tripler nos revenus, à moderniser notre logistique et à nettoyer chaque désordre dans lequel l'entreprise familiale avait trébuché. J'étais prête. Je suis prête, papa, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour paraître autoritaire. J'ai déjà rédigé le plan de transition pour le centre logistique. Nous pouvons. Henri a fini par lever les yeux, et la pitié dans son regard était pire que la colère. C'était un regard doux et condescendant qui coupait plus profondément que n'importe quel couteau. Non, Amélie, l'a-t-il interrompu doucement. Tu comprends mal. Julien prend la présidence. Il est l'aîné. C'est la tradition. C'est la bonne façon de faire. La pièce a semblé s'incliner sur son axe. J'ai regardé Julien. Il n'était pas surpris. Il souriait, un rictus asymétrique et victorieux qui m'indiquait qu'il était au courant depuis des semaines, peut-être des mois. Julien, qui ne s'était pas présenté à une réunion matinale avant 11 heures du matin depuis 5 ans. Julien, dont les voyages de réseautage étaient des vacances à peine voilées à Saint-Tropez. Julien, ai-je murmuré, le mot ayant un goût de cendre. Papa, Julien ne sait pas comment fonctionne le logiciel de routage. Il ne connaît pas les contrats des fournisseurs. Le mois dernier, il a failli perdre le compte Laurent parce qu'il a oublié de signer le renouvellement. Ça suffit, a craqué Henri, son ton se durcissant instantanément. La pitié avait disparu, remplacée par le mur de fer de l'autorité patriarcale. Il est ton frère. Il est l'avenir de cette entreprise. J'ai besoin que tu le soutiennes. Je te transfère au rôle de conseillère principale. Tu t'occuperas du travail ingrat au quotidien pour que Julien puisse se concentrer sur la vision. La vision? Je me suis levé, mes jambes tremblant. Tu veux que je sois sa secrétaire pendant qu'il fait semblant de diriger l'entreprise que j'ai sauvée? Je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Henri a frappé du poing sur la table. Tu le feras parce que tu es de la famille. Parce que je suis ton père, et je te dis ce qui est le mieux. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, ai-je crié, les années de répression débordant enfin. C'est un suicide pour l'entreprise. Henri s'est levé aussi, se penchant au-dessus de la table, le visage rouge. Si tu ne peux pas accepter ta place, Amélie, si tu ne peux pas soutenir ton frère, alors tu n'as pas ta place ici. Par si cela ne te plaît pas. L'ultimatum est resté suspendu en l'air, vibrant d'un caractère définitif. Par si cela ne te plaît pas. J'ai regardé Julien. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas proposé de partager le fardeau.
Il a juste regardé sa montre comme si ma dévastation allait le mettre en retard pour le déjeuner. J'ai regardé à nouveau mon père. Je n'ai vu aucune hésitation, aucun regret, juste une attente d'obéissance. D'accord, ai-je dit, ma voix soudainement, effrayamment calme. Je pars. Ne sois pas dramatique, s'est moqué Henri, se rasseyant. Tu seras à ton bureau lundi. Non, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Je ne le serai pas. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle du conseil, les lourdes portes en chêne se refermant derrière moi avec un cliquetis qui a sonné comme un coup de feu. J'ai atteint l'ascenseur avant que mes jambes ne cèdent et que je doive m'appuyer contre le mur en métal froid, cherchant mon souffle. La trahison ne concernait pas seulement le titre ou l'argent. C'était la réalisation qu'à ses yeux, ma compétence ne pèserait jamais plus lourd que le genre de mon frère. Le matin après la réunion, le soleil s'est levé avec une audace que j'ai trouvée personnellement offensante. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon corps lourd d'une sorte d'épuisement que le sommeil ne pouvait réparer. C'était un mardi. Depuis 12 ans, le mardi signifiait l'examen hebdomadaire des opérations et une réunion que je dirigeais, préparais et exécutais avec une précision militaire. Mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit, puis encore, et encore. Je me suis retourné et j'ai regardé l'écran. 4 appels manqués de papa et 2 messages textes de Julien. Julien, où es-tu? Les représentants de Laurent sont ici en avance. Je n'ai pas les dossiers. Julien, arrête de faire l'enfant gâté. Papa est en colère. Viens ici tout de suite. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti la panique que je ressentais habituellement lorsqu'une crise se profilait. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange détachement froid. Je me suis levé, j'ai préparé du café et je me suis assise près de la fenêtre. Vers 10 heures du matin, mon téléphone portable personnel a sonné. C'était Lucie. Lucie était la responsable du bureau, une femme d'une 50aine d'années qui était dans l'entreprise depuis avant ma naissance. Elle était la gardienne, le coffre-fort des secrets, et la seule personne dans ce bâtiment en dehors de moi qui travaillait réellement une journée complète de 8 heures. Amélie, sa voix était un murmure étouffé. « Est-ce que tu vas bien? » « Je vais bien, Lucie, » ai-je dit en sirotant mon café. « Comment est-ce là-bas? » « C'est chaotique, » a-t-elle murmuré. Henri fait les 100 pas dans le couloir. « Julien est dans ton bureau enfin, ce qui était ton bureau. Il cherche les identifiants principaux pour le serveur logistique. Il crie sur les techniciens informatiques, mais ils lui disent qu'ils n'ont pas accès. » Un petit sourire sinistre a effleuré mes lèvres. Bien sûr qu'il ne les avait pas. « Que lui as-tu dit ?» ai-je demandé. « Je lui ai dit que tu gérais personnellement tous les protocoles de sécurité de haut niveau, » a dit Lucie. « Amélie, Henri dit que tu as démissionné sur un coup de tête. Il dit à tout le monde que tu as un moment féminin et que tu reviendras une fois que tu te seras calmé. »« Je ne reviens pas, Lucie, » ai-je dit doucement. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. « Je sais, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai vu l'expression de ton visage hier. Mais Amélie, le contrat Laurent. La date limite de renouvellement est vendredi. Le système de répartition automatisé, les clés de cryptage pour la paix des chauffeurs. Tout est sur ton disque crypté, n'est-ce pas? C'est le cas, ai-je confirmé. Ils ne savent pas, a soufflé Lucie. Ils n'en ont aucune idée, n'est-ce pas? Non, ai-je dit en regardant la ligne d'horizon. Ils pensent que l'entreprise fonctionne par magie et grâce au charme de Julien. Ils ont oublié que j'ai construit le moteur. Julien dit au personnel qu'il va rationaliser les opérations aujourd'hui, a averti Lucie. Il parle de licencier les superviseurs d'équipe parce qu'il pense qu'ils coûtent trop cher. Il ne réalise pas que ces superviseurs sont la seule raison pour laquelle les chauffeurs ne font pas grève. Laisse-le faire, ai-je dit, bien que cela me fît de la peine de le dire. Je tenais à ces gens. Si j'interviens maintenant, Lucie, si j'envoie un seul mot de passe ou réponds à une seule question, rien ne changera. Ils prendront simplement la solution et me repousseront dans le coin. Je dois laisser les choses se produire. Sois prudente, ma chérie, a dit Lucie. Henri s'énerve. Il menace d'engager des poursuites judiciaires si tu ne te présentes pas. Qu'il essaie, ai-je dit. Je n'ai jamais signé de clause de non-concurrence. Je n'ai jamais signé de contrat d'emploi qui stipulait une période de préavis pour le rôle de bouc émissaire non rémunéré.
Et le logiciel sur mon ordinateur portable? J'ai écrit le code sur mon temps libre, sur mon propre appareil, il y a 3 ans. C'est ma propriété intellectuelle. Mais ils avaient oublié un détail crucial, ai-je murmuré pour moi-même après avoir raccroché, regardant un oiseau se poser sur la rambarde du balcon. Ils ont oublié que pendant qu'ils jouaient au golf, c'était moi qui tenais les clés du royaume. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement fait demi-tour avec la voiture pour aller les sauver parce que c'est ce que j'avais été programmé à faire depuis l'enfance, vous devez comprendre la dynamique entre Julien et moi. Julien avait 4 ans de plus. Il était le fils aîné, l'héritier présomptif depuis le moment où il avait pris son premier souffle. Il était charmant, je le reconnais. Il avait la mâchoire d'Henri et un sourire qui pouvait désarmer un client insatisfait lors d'un dîner autour d'un steak. Mais sous le vernis, il était creux. Au lycée, quand Julien échouait en algèbre, je faisais ses devoirs. Quand il a accidenté sa voiture, c'est moi qui suis allé le chercher pour que papa ne le découvre pas. Quand j'ai rejoint l'entreprise à 22 ans, fraîchement sorti d'une école de commerce avec mention, elle était en difficulté. Nous perdions de l'argent sur des itinéraires inefficaces et un suivi obsolète. J'ai passé ce premier été à dormir sur un lit de camp dans le bureau de l'entrepôt. J'ai cartographié chaque itinéraire à la main jusqu'à ce que je puisse me permettre de construire un système numérique. J'ai renégocié les contrats des fournisseurs. J'ai appris les noms de chaque chauffeur, de chaque emballeur, de chaque réceptionniste. Julien a rejoint l'entreprise 2 ans plus tard. Son orientation a consisté en une visite de la suite exécutive et un déjeuner avec le vice-président des ventes. Il y avait un souvenir spécifique qui tournait en boucle pendant que j'étais assise dans mon salon. Cela datait d'il y a 5 ans. Nous avons eu une crise, un rappel massif sur un produit que nous expédions. C'était un cauchemar. Je suis resté au bureau pendant 72 heures d'affilée, coordonnant les retours, gérant les retombées en matière de relations publiques et apaisant les clients en colère. Julien était parti à 17 heures le vendredi pour un week-end de ski. Lorsque la poussière est retombée et que nous avons sauvé le compte, Henri nous a emmenés dîner tous les deux. Il a levé son verre et a dit « À mes enfants ». À Julien pour avoir maintenu le moral de l'équipe au beau fixe, et à Amélie pour avoir donné un coup de main. Donner un coup de main. Ce fut le moment où la graine du ressentiment a véritablement pris racine. Je l'avais arrosée de silence pendant 5 ans. Et maintenant, elle avait fleuri en une forêt d'épines. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la famille. C'était Chloé. Chloé était ma meilleure amie depuis l'université et, fort opportunément, un requin en tant qu'avocate d'affaires. J'ai appris la nouvelle, a déclaré Chloé, sa voix vive et claire. Lucie m'a envoyé un message texte. « Est-ce que tu vas bien ? » Je suis engourdi, ai-je admis. Bien. Engourdi, c'est bien. Être engourdi t'empêche de faire des erreurs émotionnelles, a dit Chloé. Maintenant, écoute-moi. Ne réponds pas à leurs appels. Ne te connecte pas à ta messagerie électronique professionnelle. Ne va pas au bâtiment. Si Henri se présente à ta porte, tu n'ouvres pas. Il a menacé d'engager des poursuites judiciaires, lui ai-je dit. Chloé a laissé échapper un rire sec et sombre. Pour quel motif? Échec à favoriser le népotisme? Amélie, j'ai passé en revue ton statut d'employé il y a des années, tu te souviens? Tu es une employée à volonté. Tu n'as pas volé de biens de l'entreprise. Tu es parti. Tu as démissionné, avec effet immédiat, en raison d'un changement hostile des conditions de travail. Un licenciement déguisé, si nous voulons être méchantes. Mais pour l'instant, le silence est ton arme. Je me sens coupable, ai-je murmuré. Les employés, les chauffeurs. Julien est le directeur général, a dit Chloé fermement. Les employés sont sa responsabilité maintenant. S'il les laisse tomber, c'est sur lui que ça retombe, pas sur toi. Tu as été la béquille de cette famille pendant trop longtemps. Si tu y retournes maintenant, tu ne seras jamais, au grand jamais, libre. Ils te saigneront à blanc et te laisseront avec rien d'autre qu'un merci d'avoir donné un coup de main quand tu auras 60 ans. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Qu'est-ce que je fais, Chloé? Tu attends, a-t-elle dit. Tu attends que le château de cartes s'effondre. Parce que nous savons toutes les deux que Julien ne sait même pas faire fonctionner la machine à café, et encore moins une entreprise de logistique de plusieurs millions d'euros. Cela ne prendra pas longtemps.
Elle a fait une pause, et sa voix est descendue d'une octave. Mais prépare-toi, Amélie. Quand Julien commencera à échouer, il n'assumera aucune responsabilité. Il viendra te chercher. Il essaiera de détruire ta réputation pour sauver la sienne. C'est ce qu'il est. J'ai pensé au sourire narquois de Julien dans la salle du conseil, à la façon dont il me regardait comme si j'étais un appareil électroménager agaçant qui avait cessé de fonctionner. Laisse-le venir, ai-je dit, une froide résolution s'installant dans ma poitrine. Je ne suis plus la petite sœur. Je suis la concurrence. La première semaine de ma retraite fut un flou surréaliste de silence et de bruit. Le silence provenait de mon appartement qui, pour la première fois depuis une décennie, n'était pas rempli du tintement frénétique des alertes de répartition à 3 heures du matin. Le bruit, cependant, venait du monde extérieur. Julien n'avait pas seulement endossé le rôle de directeur général, il avait endossé le rôle de victime. Cela a commencé sur le réseau professionnel en ligne. Je sirotais du thé jeudi matin, profitant de la lumière du soleil frappant mon parquet, lorsqu'une notification est apparue. C'était une publication de Julien. Le leadership consiste à faire des choix difficiles. Parfois, il faut éliminer le poids mort pour laisser l'aigle s'envoler. Logistique Lefebvre entre dans une nouvelle ère d'efficacité. Triste de voir partir certains membres de l'équipe qui ne pouvaient pas gérer la nouvelle vision, mais nous allons de l'avant. Dièse nouveau directeur général, dièse visionnaire, dièse croissance. Poids mort. C'était moi. La femme qui avait construit le système de suivi qu'il échouait actuellement à faire fonctionner. J'ai ressenti une bouffée de chaleur dans la poitrine, l'envie de taper une réfutation furieuse, d'énumérer chaque week-end que j'avais sacrifié pendant qu'il faisait la fête à Deauville. Mais la voix de Chloé résonnait dans ma tête, le silence est ton arme. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'avais pas besoin de me défendre sur les réseaux sociaux. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la clé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Chloé pour déjeuner dans un bistrot du centre-ville, assez loin du quartier des entrepôts pour que nous ne soyons pas repérés. Elle avait l'air impeccable comme toujours, glissant un épais dossier en papier bulle de l'autre côté de la table vers moi. J'ai examiné les dépôts de propriété intellectuelle d'il y a 4 ans, a déclaré Chloé, prenant une gorgée d'eau pétillante. C'est blindé, Amélie. Tu as écrit le code source de Lefebvre Connect sur ton ordinateur portable personnel le week-end, avant d'être une cadre salariée. Tu en as accordé la licence à l'entreprise sur une base mensuelle renouvelable pour une somme symbolique d'1 €. Un contrat qu'Henri a signé sans le lire parce qu'il était trop occupé à planifier son voyage de golf. J'ai ouvert le dossier. C'était là, ma signature et la signature griffonnée d'Henri. Le contrat stipule, a poursuivi Chloé, un sourire de requin s'étalant sur son visage, que la licence doit être renouvelée manuellement par le concédant tous les 30 jours. Si elle n'est pas renouvelée, le logiciel passe en mode lecture seul pour protéger l'intégrité des données, mais cesse toutes les fonctions de traitement. Quand le cycle actuel se termine-t-il, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Ce dimanche à minuit, a dit Chloé. Si tu ne te connectes pas et ne cliques pas sur renouveler, l'ensemble du réseau logistique se fige lundi matin. Plus de nouvelles commandes, plus d'optimisation d'itinéraires, plus de traitement de la paie des chauffeurs. J'ai fixé le document. C'était ça. C'était le levier. Ce n'était pas un piège que j'avais tendu avec malveillance, c'était une mesure de sécurité que j'avais mise en place des années auparavant pour m'assurer de n'être jamais rendu superflu. Je ne m'étais simplement jamais attendu à devoir réellement l'utiliser. Il m'a appelé poids mort, ai-je murmuré, traçant le bord du papier. Alors laisse-le voir à quel point l'entreprise est lourde sans toi pour la porter, a répondu Chloé. Mais avant même que je ne puisse assimiler la moralité de laisser le système s'effondrer, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas papa, et ce n'était pas Julien. C'était Monsieur Laurent. Robert Laurent était notre plus gros client. Son entreprise de fabrication représentait 40% des revenus de Logistique Lefebvre. C'était un homme pragmatique qui détestait les excuses. Amélie, sa voix était graveleuse et tendue. J'essaie de joindre le service de planification depuis 3 jours. J'ai 20 conteneurs assis sur un quai au Havre, et ton frère me dit qu'il y a une migration de système en cours. Que diable se passe-t-il? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le tournant. Je pouvais couvrir Julien une dernière fois. Je pouvais passer un appel, arranger les choses, sauver le compte pour l'héritage de mon père.
Monsieur Laurent, ai-je dit clairement, je ne travaille plus pour Logistique Lefebvre. Il y a eu un silence stupéfait au bout du fil. Comment dites-vous? J'ai démissionné la semaine dernière, ai-je expliqué. Le nouveau directeur général, Julien, a pris le contrôle total des opérations. Je n'ai pas accès au système et aucune autorité pour déplacer vos conteneurs. Vous avez démissionné? Laurent semblait horrifié. Amélie, la seule raison pour laquelle j'ai signé ce renouvellement était parce que vous m'aviez promis personnellement que la période de pointe des fêtes serait gérée. Je sais, ai-je dit, ressentant un pincement de culpabilité. Et j'avais l'intention de tenir cette promesse, mais la direction a décidé d'aller dans une direction différente. Une direction visionnaire. Laurent a juré bruyamment. Je me fiche de la vision. Je me soucie de mon fret. Si ce n'est pas réglé d'ici lundi, j'annule le contrat. Et Amélie? Oui. Si vous atterrissez ailleurs, faites-le moi savoir. Je suis la compétence, pas les noms d'entreprise. Il a raccroché. J'ai regardé Chloé. Elle souriait. Cela, a-t-elle dit, ressemblait à une offre d'emploi. Non, ai-je dit, un plan se formant enfin dans mon esprit. Pas une offre d'emploi. Un client. Le dimanche est arrivé puis est passé. Je ne me suis pas connecté. Je n'ai pas cliqué sur renouveler. Le lundi matin est arrivé avec l'inévitabilité d'un raz-de-marée. J'étais dans mon salon en train de rédiger un plan d'affaires pour un cabinet de conseil en logistique indépendant quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un coup à la porte, c'était une agression physique contre ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas. C'était Julien. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Sa cravate était défaite, son costume onéreux semblait froissé, et ses cheveux, habituellement gélifiés à la perfection, étaient un désordre chaotique. J'ai ouvert la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. « Ouvre cette fichue porte, Amélie » a crié Julien, le visage rouge et couvert de plaques. « Bonjour, Julien » ai-je dit calmement. « À quoi dois-je ce plaisir ?»« Le système est en panne » a-t-il crié, des postillons s'échappant de sa bouche. « Tout est au rouge. Les chauffeurs ne peuvent pas enregistrer leurs heures, la carte des itinéraires est vierge, et Laurent menace de nous poursuivre pour rupture de contrat. Répare ça. » Je ne peux pas le réparer, ai-je dit. Je ne travaille pas là-bas. Ne me sers pas ces conneries. Il a essayé de pousser la porte, mais la chaîne a tenu. Papa m'a dit que tu as fait ça. Tu as mis un virus dans le système avant de partir. C'est un crime, Amélie. Je vais te faire arrêter. Ce n'est pas un virus, ai-je dit, ma voix glaciale. C'est une expiration de licence. Tu es le directeur général, Julien. Tu as sûrement examiné les accords de licence de logiciel quand tu as pris tes fonctions? Il a cligné des yeux, confus. Quelle licence? C'est notre logiciel. Tu l'as construit pour nous. Je l'ai construit, ai-je corrigé. Et je l'ai concédé sous licence à Logistique Lefebvre. Le contrat exige un renouvellement mensuel par l'administrateur. Puisque tu as licencié l'administrateur moi et que tu n'en as pas nommé un nouveau avec les bons identifiants, la licence a expiré. Donne-moi le mot de passe, a-t-il exigé, sa voix tombant à un grognement. Donne-moi l'identifiant d'administrateur, et je ne porterai pas plainte. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'était une sensation incroyable. Tu ne porteras pas plainte, Julien? Tu n'as aucun motif. Et je ne te donne pas le mot de passe car ce logiciel est ma propriété intellectuelle. Si tu veux l'utiliser, nous devons négocier un nouveau contrat. Mon tarif de consultante est de 275 € de l'heure avec une provision minimale de 46 000 €. Tu es folle, a-t-il sifflé. Tu essaies de détruire la famille. Tu l'as détruite quand tu as accepté un poste pour lequel tu n'es pas qualifié, ai-je rétorqué. Tu voulais le titre, Julien. Tu voulais le fauteuil de direction. Eh bien, le fauteuil vient avec des responsabilités. Réparer ça, c'est ton travail. Papa va te tuer, a-t-il dit en pointant un doigt tremblant vers moi à travers l'entrebâillement de la porte. Il est en route pour le bureau maintenant. Il va te ruiner. Dis-lui de conduire prudemment, ai-je dit, et je lui ai claqué la porte au nez. J'ai verrouillé le pêne dormant et me suis appuyé contre le bois, le cœur battant à tout rompre.
Je m'attendais à ressentir de la peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline. J'avais enfin dit non. Mais la réaction de Julien, le saut immédiat vers les menaces et les mensonges, a confirmé tout ce dont Chloé m'avait averti. Il n'était pas seulement incompétent, il était malveillant. Et il était désespéré. Pourquoi était-il si désespéré? Bien sûr, une panne de système était grave, mais son niveau de panique semblait disproportionné. Logistique Lefebvre avait des réserves de liquidité. Nous pouvions supporter quelques jours d'arrêt, acheminer manuellement les camions et payer les amendes. Mais Julien agissait comme si la fin du monde était imminente. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai consulté les registres publics du bureau du greffier du comté. Si Julien cachait quelque chose, ce serait dans l'argent. J'ai commencé à chercher les récents dépôts au nom de Julien. Rien. Ensuite, j'ai cherché les actifs de Logistique Lefebvre. Et c'était là. Un privilège déposé il y a 3 mois. Un privilège contre l'entrepôt de l'entreprise pour un prêt impayé, un prêt qu'Henri, à ma connaissance, n'avait jamais autorisé. J'ai creusé plus profondément. Le prêt n'était pas pour l'expansion de l'entreprise. C'était un prêt relais à court terme et à taux d'intérêt élevé contracté auprès d'une société de capital investissement connue pour ses prêts abusifs, Zénith Investissement. Le signataire, Julien Lefebvre, directeur financier par intérim. Mon sang s'est glacé. Il siphonnait de l'argent ou utilisait les actifs de l'entreprise comme levier avant même d'être directeur général. Il n'avait pas seulement besoin du travail pour son ego. Il avait besoin du contrôle pour effacer ses traces. La découverte du privilège a tout changé. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était une malversation d'entreprise. Si ce prêt faisait défaut, la banque ne se contenterait pas de prendre les camions. Il prendrait l'entrepôt, le terrain, et la retraite de mes parents, qui étaient liés aux actions de l'entreprise. J'ai appelé Lucie. Amélie, c'est une maison de fous, a-t-elle murmuré, décrochant à la première sonnerie. Laurent vient d'annuler son contrat. Il a envoyé un coursier avec la lettre de résiliation il y a 1 heure. Julien est dans son bureau en train de jeter des objets. Littéralement en train de jeter des objets. Lucie, écoute-moi, ai-je dit, la voix pressante. J'ai besoin que tu vérifies le classeur physique dans l'ancien bureau de papa. Le tiroir du bas, au fond, sous dépenses d'investissement. Vérifie s'il y a un accord de prêt avec Zénith Investissement. Zénith? Lucie a fait une pause. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Nous utilisons la banque première. Vérifie juste, s'il te plaît, et prends une photo si tu le trouves. 10 minutes plus tard, mon téléphone a bourdonné. C'était une photo d'un document. Un accord de prêt pour 460 000 €, garanti par le centre de distribution principal. Le taux d'intérêt était astronomique. Les fonds avaient été déposés sur un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai retracé le numéro de routage en ligne. Ce n'était pas un fournisseur de l'entreprise. C'était un compte au îles Caïmans. Mon frère n'était pas seulement incompétent. Il détournait des fonds. Je suis resté assise là, fixant l'écran, réalisant l'ampleur de ce que je tenais. Je pouvais aller à la police. Je devais aller à la police. Mais Henri, mon père. Si j'allais à la police, le scandale le tuerait. C'était un homme fier, et découvrir que son garçon en or était un criminel pourrait provoquer une crise cardiaque. Je devais leur donner une dernière chance. Pas pour Julien, mais pour l'entreprise que j'avais passé ma vie à bâtir. J'ai envoyé un message texte à Henri, retrouve-moi au bureau. 14 heures. Je suis au courant pour le prêt. Il n'a pas répondu, mais je savais qu'il serait là. À 13h55, je suis entré dans le bâtiment dans lequel j'avais pratiquement vécu pendant 12 ans. L'atmosphère était funèbre. Les téléphones sonnaient sans arrêt, mais le personnel avait simplement l'air vaincu. Quand ils m'ont vu, l'espoir s'est enflammé dans leurs yeux. Amélie, le superviseur de l'équipe, Michel, a accouru. Dieu merci. Êtes-vous de retour? Les chauffeurs sont assis sur le parking. Ils ne savent pas où aller. Je suis désolé, Michel, ai-je dit doucement. Je suis juste ici pour une réunion. Je suis entré dans la salle du conseil. Henri et Julien étaient là. Julien était pâle, transpirant abondamment. Henri avait l'air furieux,
son visage était un masque de tonnerre. Tu as du culot, a craché Henri quand je suis entré, de saboter le système et ensuite de faire du chantage à ton frère. Je n'ai rien saboté, ai-je dit en jetant un dossier sur la table. Et je ne suis pas ici pour parler du logiciel. Je suis ici pour parler de Zénith Investissement. La couleur a quitté le visage de Julien si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Henri a froncé les sourcils. Zénith? Qui est Zénith? C'est le prêteur abusif à qui Julien a emprunté 460 000 € en utilisant l'entrepôt comme garantie, ai-je dit en pointant Julien du doigt. Dis-lui, Julien. Dis à papa où est passé l'argent. Elle ment, a crié Julien en se levant. Elle l'a falsifié. Elle essaie de me piéger parce qu'elle est jalouse. J'ai les relevés bancaires, Julien, ai-je menti. Je n'avais pas encore les relevés bancaires, seulement le prêt, mais il ne le savait pas. Je suis au courant pour le compte à l'étranger. Henri a regardé Julien, puis moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il l'avait vu. J'ai cru que le voile s'était levé. Il a regardé son fils, voyant la sueur, la panique, la culpabilité. Mais ensuite, la vieille habitude a repris le dessus. Toute une vie à favoriser le fils, le refus d'admettre qu'il avait tort. Henri s'est tourné vers moi, les yeux froids. Si Julien a contracté un prêt, c'était pour l'entreprise. Il a une vision, Amélie. Parfois, il faut prendre des risques. Tu ne comprendrais pas cela parce que tu es trop prudente. Tu n'es qu'une administratrice. Je l'ai dévisagé, abasourdi. Papa, il n'a pas mis l'argent dans l'entreprise. Les fournisseurs ne sont pas payés. Le budget d'entretien est vide. Il l'a volé. Arrête ça, a rugi Henri en abattant son poing. Je n'accepterai pas que tu calomnies ton frère dans cette pièce. Tu es jalouse parce que je l'ai choisi. Toute cette mascarade, le logiciel, cette histoire de prêt, tout cela n'est qu'une crise de colère parce que tu n'as pas obtenu la couronne. Il a pris une inspiration, réajustant sa cravate. Maintenant, tu vas déverrouiller le système. Tu vas présenter tes excuses à Julien, et tu vas céder les droits de ce logiciel à l'entreprise immédiatement. Si tu ne le fais pas, je te déshériterai complètement. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie. J'ai regardé mon père. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu un homme si désespéré de croire en son fantasme de dynastie qu'il était prêt à laisser la réalité s'effondrer en cendres. Il préférait perdre l'entreprise plutôt que d'admettre que sa fille avait raison et que son fils était un voleur. La dernière attache de loyauté s'est rompue. Elle ne s'est pas rompue avec un grand bruit, mais avec une libération silencieuse et paisible. Tu n'as pas besoin de me déshériter, papa, ai-je dit doucement. Je suis déjà parti. J'ai regardé Julien, qui souriait à nouveau d'un air narquois, pensant que la protection de son père l'avait sauvé une dernière fois. Tu as gagné, Julien, ai-je dit. Tu peux garder l'entreprise. Tu peux garder le prêt. Tu peux garder le désordre. Mais tu ne m'auras pas pour le réparer. Déverrouille le système, a ordonné Henri alors que je me tournais vers la porte. Non, ai-je dit. Le contrat a expiré, et je ne le renouvelle pas. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Henri crier, mais sa voix semblait petite, lointaine, comme un fantôme dans une machine qui avait déjà été éteinte. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Monsieur Laurent. Robert, ai-je dit, à propos de cette offre d'emploi. J'ai une meilleure idée. Aimeriez-vous être le premier client de Logistique Amélie Moreau? Je pensais que vous ne le demanderiez jamais, a-t-il répondu. 3 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 40 ans d'héritage se transforment en cendres. Au cours de ces 3 semaines, ma vie s'était transformée. Logistique Moreau n'était pas seulement une société à responsabilité limitée enregistrée, c'était un phénomène. Avec le soutien de Laurent et ma réputation dans le secteur, les clients qui fuyaient le navire en perdition de Logistique Lefebvre frappaient à ma porte. Je travaillais 18 heures par jour, opérant depuis une suite louée dans un parc industriel qui sentait la peinture fraîche et l'ambition. J'étais fatigué, oui, mais pour la première fois de ma vie, je ne portais pas un fardeau qui ne m'appartenait pas. Je construisais une échelle que je gravirais, plutôt que de la tenir fermement pour quelqu'un d'autre. Mais pendant que je m'élevais, le silence venant de l'autre bout de la ville était assourdissant. Je n'avais pas parlé à Henri ou à Julien depuis que j'étais sorti de cette salle du conseil.
J'avais bloqué leur numéro. Je laissais leur courriel non lu. J'avais besoin de distance pour guérir, pour effacer la sensation d'inadéquation de ma peau. Puis, par un mardi après-midi pluvieux, le silence s'est rompu. J'étais en train d'intégrer une nouvelle flotte de chauffeurs, des hommes et des femmes qui avaient démissionné de chez Lefebvre ce matin-là parce que leur chèque de paie avait été refusé lorsque mon téléphone portable personnel a sonné. C'était un numéro de ligne fixe que je reconnaissais, la maison de mon enfance. J'ai fixé l'écran. Chloé m'aurait dit de laisser aller sur la messagerie vocale. Ma fierté me disait de laisser sonner. Mais mon cœur, cette chose traîtresse et insensée qui se souvenait encore d'avoir été une petite fille admirant son papa, m'a poussé à répondre. Allô? Amélie? La voix était méconnaissable. Ce n'était pas le baryton retentissant d'Henri Lefebvre, le titan de l'industrie. C'était un râle saccadé et humide, le son d'une défaite totale. Il a laissé tout brûler, Amélie, a sangloté Henri. Il a laissé tout brûler. Papa? Je me suis assise, faisant signe à mon assistant de fermer la porte. Que s'est-il passé? La banque, a-t-il étouffé, les larmes coulant librement maintenant, un son que je n'avais jamais entendu en 34 ans. Zénith Investissement. Ils ont exigé le remboursement du prêt. Julien. Il a fait défaut. Ils sont ici, Amélie. Ils sont à l'entrepôt avec les huissiers. Ils verrouillent les portes. Ils saisissent les camions. Je te l'avais dit, ai-je dit, la voix tremblante. Je t'avais parlé du prêt. Je ne voulais pas y croire, a-t-il pleuré. Je ne pouvais pas y croire. Mais aujourd'hui. La police le cherche. Il est parti, Amélie. Julien est parti. Il a pris l'argent liquide dans le coffre-fort. Il a pris les cartes d'entreprise et il s'est enfui. Il m'a laissé ici pour leur faire face. Un frisson glacial m'a traversé. Julien n'avait pas seulement échoué. Il s'était enfui. Il avait abandonné son propre père pour faire face à des accusations de négligence criminelle et à la ruine financière. « Où es-tu » ai-je demandé. « Je suis à l'entrepôt » a murmuré Henri. Je les regarde mettre des chaînes sur les portes. Les employés. Ils me crient dessus. Ils veulent leur argent. Je n'ai plus rien, Amélie. Il a hypothéqué la maison, aussi. J'ai signé des papiers. Je ne les ai pas lus. Je lui ai fait confiance. Reste là, ai-je dit, attrapant mes clés. J'arrive. Je n'y suis pas allé pour sauver l'entreprise. L'entreprise était morte. J'y suis allé parce que malgré tout, il était mon père, et je n'allais pas le laisser affronter la foule en colère tout seul. Quand je me suis garé au siège de logistique Lefebvre, c'était une scène de chaos. Des voitures de police avec des gyrophares bloquaient l'entrée. Une foule de chauffeurs en colère, de personnel de l'entrepôt et de fournisseurs confus s'étaient rassemblés sur le parking. Au centre de tout cela se tenait Henri, l'air petit et fragile dans son costume gris, entouré de gens criant des exigences pour leurs indemnités de départ, leurs arriérés de salaire, leur dignité. J'ai garé ma voiture et me suis frayé un chemin à travers la foule. Laissez-moi passer. Excusez-moi. C'est Amélie, a crié quelqu'un. Le ton n'était pas colérique, il était plein d'espoir. Amélie est là. La foule s'est écartée. J'ai marché dans l'œil du cyclone. Henri se tenait près des portes principales en verre, qui étaient maintenant ornées d'un avis de saisie orange vif. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rougis, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Amélie, a-t-il soufflé, tendant la main comme pour toucher un fantôme. Tu es venu. Je suis là, papa, ai-je dit, m'interposant entre lui et le superviseur d'équipe en colère qui criait à propos de son loyer. Tout le monde, reculez s'il vous plaît. Nous voulons notre argent, Amélie, a crié Michel, le superviseur, bien que ses yeux implorassent de l'aide. Les chèques ont été refusés. 2 semaines de travail pour rien. Je sais, ai-je crié en levant les mains. Je sais, et je vous promets que je vais faire tout ce que je peux pour aider. Mais crier sur un vieil homme qui a tout perdu ne va pas mettre de l'argent sur vos comptes. C'est lui le propriétaire, a hurlé quelqu'un. Il est aussi une victime, ai-je dit, les mots ayant un goût amer mais vrai. Il a été trompé. Soudain, la porte latérale du bureau s'est ouverte à la volée. 2 policiers ont traîné une silhouette qui se débattait sous la pluie.
C'était Julien. Il n'était pas allé bien loin. Il portait un sweat à capuche et tenait un sac de sport qui s'ouvrait, révélant des liasses de petites caisses. « Lâchez-moi » a crié Julien, se débattant contre les menottes. « Ce n'est pas ma faute. C'est de sa faute. Elle a verrouillé le système. Elle a saboté les revenus. » La foule est devenue silencieuse alors qu'il le traînait devant nous. Julien m'a vu. Il a cessé de se débattre une seconde, les yeux fous de malice. « C'est toi qui as fait ça » m'a-t-il craché. « Sorcière jalouse. Tu ne pouvais pas supporter qu'il m'ait choisi. » Je l'ai regardé, ne ressentant absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la pitié. « Il ne t'a pas choisi, Julien » ai-je dit, ma voix portant au-dessus du silence du parking. « Il a choisi un fantasme, et tu n'as jamais été assez fort pour le porter. » Henri a regardé son fils, son héritier en or, être poussé à l'arrière d'une voiture de police comme un voleur ordinaire. Il a laissé échapper un gémissement bas et guttural et s'est effondré. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne heurte l'asphalte, soutenant le poids de l'homme qui m'avait dit que je n'étais pas assez forte pour diriger. Les retombées ont été rapides et brutales. La libération sous caution a été refusée à Julien. L'expertise comptable a révélé un réseau de fraude remontant à des années et des dettes de jeu, des sociétés écrans et le prêt non autorisé auprès de Zénith Investissement. Il risquait 10 à 15 ans de prison. Logistique Lefebvre a déposé le bilan pour une liquidation judiciaire. Les actifs, les camions, les scanners, le mobilier de bureau ont été vendus aux enchères pour payer les créanciers. Le bâtiment a été vendu à un promoteur. Henri a perdu sa maison. Les papiers que Julien lui avait fait signer par ruse étaient des garanties personnelles sur les prêts commerciaux. À 70 ans, mon père était sans abri et en faillite. J'ai passé le mois suivant à naviguer dans les décombres. Je n'y étais pas obligé. J'aurais pu me concentrer sur Logistique Moreau et les laisser pourrir, mais j'avais besoin de tourner la page. J'ai engagé Chloé pour représenter Henri dans les poursuites civiles, m'assurant qu'il n'irait pas en prison pour les crimes de Julien. J'ai acheté un petit appartement d'une chambre dans un quartier calme et j'y ai installé Henri. Ce n'était pas le vaste domaine auquel il était habitué, mais c'était sûr. Un samedi pluvieux, un mois après l'arrestation, je suis allé lui rendre visite. L'appartement était dépouillé. Il était assis dans un fauteuil inclinable que je lui avais acheté, fixant par la fenêtre la rue en contrebas. Il paraissait avoir vieilli de 20 ans. L'arrogance qu'il avait définie avait disparu, remplacée par une obsession creuse. J'ai préparé du thé et je l'ai posé sur la table à côté de lui. L'avocat de Julien a appelé, ai-je dit doucement. Ils essaient de négocier un accord de plaidoyer. Il veut témoigner que tu étais le cerveau derrière le prêt de Zénith Investissement en échange d'une réduction de peine. Henri a tressailli, fermant les yeux. Il ferait ça. Après que je lui ai tout donné. Il a peur, papa, ai-je dit. Et il est égoïste. Il a toujours été égoïste. Tu n'as simplement jamais voulu le voir. Henri s'est tourné pour me regarder. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait le thé. Je le voyais, a-t-il murmuré. Au fond, je crois que je l'ai toujours vu. Je savais qu'il était paresseux. Je savais qu'il n'était pas vif d'esprit comme toi. Alors pourquoi, ai-je demandé, la question qui m'avait brûlé l'âme pendant toute une vie. Pourquoi le lui as-tu donné? Pourquoi m'as-tu mise de côté? Henri a pris une longue inspiration tremblante. Parce que j'avais peur, a-t-il admis. J'avais peur d'être l'homme dont le fils était un échec. Dans ma génération, un homme transmet son nom à son fils. Si Julien échouait, j'échouais. Je pensais. Je pensais que si je lui donnais le titre, la responsabilité ferait de lui un homme. Je pensais que si je te plaçais là pour le soutenir, tu le porterais, et personne n'aurait à savoir qu'il était faible. Il m'a regardé, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Je t'ai sacrifié pour sauver mon ego, Amélie. J'ai brisé l'enfant fort pour soutenir le faible. Et regarde où cela m'a mené. Il a désigné la petite pièce du geste. Je n'ai plus rien. Je suis un imbécile. J'ai regardé cet homme brisé. Je voulais lui crier dessus. Je voulais lui dire qu'il méritait cela. Mais en voyant son chagrin, j'ai réalisé que sa punition était bien pire que tout ce que je pouvais dire.
Il devait vivre le reste de sa vie en sachant qu'il avait détruit son propre héritage à cause de ses préjugés. Tu n'es pas sans rien, papa, ai-je dit, tendant la main et couvrant la sienne avec la mienne. Il a levé les yeux, surpris. J'ai acheté la flotte, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? La vente aux enchères? Logistique Moreau a acheté la flotte principale de camions hier, ai-je expliqué. Et j'ai réembauché Michel, Lucie, et 80% du personnel de conduite. Il travaille pour moi maintenant. Le nom Lefebvre a disparu, papa. Il ne reviendra jamais. Mais le travail, les gens, le niveau de service, cela a survécu. Je l'ai sauvé. Henri a commencé à pleurer ouvertement, inclinant la tête sur nos mains jointes. Je ne te mérite pas, a-t-il sangloté. Je ne mérite pas ta gentillesse. Non, ai-je dit fermement. Tu ne la mérites pas. Mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que je suis bonne dans mon travail. Je le fais parce que je suis le directeur général dont cette entreprise avait besoin, que tu l'aies vu ou non. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Amélie, a-t-il appelé. Je me suis retourné. Je suis tellement fier de toi, a-t-il murmuré. J'aurais dû le dire il y a 10 ans. Tu es la seule vraie Lefebvre qui reste. Je ne suis plus une Lefebvre, papa, ai-je dit doucement. Je suis une Moreau. Et Logistique Moreau a une semaine très chargée devant elle. J'ai quitté l'appartement et je suis sorti dans l'air frais de l'après-midi. Mon téléphone a bourdonné. C'était un message texte de Monsieur Laurent. Contrat signé pour le nouveau centre de distribution. Félicitations, partenaire. J'ai souri, regardant vers le ciel. Les nuages se dissipaient. Le fardeau avait disparu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné du passé, me dirigeant tout droit vers l'empire que je bâtissais selon mes propres conditions.